Merci à tous déjà d'être là. C'est un plaisir de partager ce sujet avec des personnes que je connais, des personnes que je ne connais pas. Un sujet qui me passionne. Je vais commencer par déjà par dire merci à certaines personnes. Donc, merci déjà au CPOI de nous accueillir ici. Donc je pense qu'il n'y a personne du CPOI, mais c'est pas grave, je le dis quand même. C'est pas grave. Merci aussi à l'association Réussite. Alors, à Inel Olivard, je sais qu'il va me détester de dire ça, mais merci parce que c'est des personnes qui donnent des ailes au projet d'entrepreneurs. Donc là, on parle d'orientation, mais il faut savoir qu'il y a des structures comme ça qui donnent des ailes à beaucoup de projets. Donc c'est important de les connaître. Merci aussi à l'association de psychologie positive qui sont là-bas, s'ils avaient envie d'être incognito aussi. On a la chance d'avoir le président de l'association de psychologie positive de l'océan Indien, Yvan Paquet, et le président de l'association de psychologie positive au niveau national, Charles-Martin Crum. Et il faut savoir que c'est grâce à eux, entre autres, qu'il y a de belles dynamiques d'éducation positive à La Réunion, entre autres. Alors, je vous dis ça, il y a eu le premier DU de psychologie positive à La Réunion, c'est aussi grâce à eux, et puis c'est des moteurs de projets sur l'île, donc c'est vraiment des personnes que je remercie, non pas seulement par convention, parce que ça se fait en début de projet, c'est vraiment parce qu'ils font des belles choses sur l'île. Donc voilà, on finit les merci, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, je vais commencer par une petite phrase que certains connaissent, je pense, par une citation que beaucoup d'entre vous connaissent. Tout le monde est un génie, mais si on juge un poisson à ses capacités à monter à un arbre, il passera toute sa vie à penser qu'il est stupide. Alors moi, c'est une phrase qui me touche profondément. Alors je ne sais pas vous, mais moi dans ma vie, j'ai été longtemps un poisson qui a tenté de grimper aux arbres. Alors je ne sais pas, vous dans cette salle, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont été poissons dans leur vie et à qui on a dit, bon, dans la vie, il faut absolument grimper aux arbres? Moi, sincèrement, merci. C'est vrai, ça vous arrive aussi? Bon, c'est bon. Et alors après, ça donne ça. Alors on a eu des charmants dessins pour aujourd'hui. Attention, il y a quelqu'un de merveilleux qui nous a fait des petits dessins. On est même en train de préparer un conte. On s'est dit, mais il faut faire une BD avec cette thématique parce que c'est vraiment ça. On s'est marré avec les petits poissons. Donc en fait, moi, je me suis vraiment sentie dans la peau de ce pauvre poisson en train d'essayer désespérément de grimper à un arbre et à se dire, mais je comprends pas, ça me plaît pas, ça me rend pas heureuse, c'est fatigant. Et il faut que j'y aille parce qu'en plus, j'ai failli avoir un CDI là-dedans, en plus, pour vous dire. Hein. La perspective de vie qui était devant moi, et en fait, moi, ça ne me donnait pas du tout le moral, mais bon, c'était quand même une situation réelle, et il se trouve que je n'étais pas la seule dans cette situation. Je rencontre énormément de gens qui vivent cette situation-là, et c'est pour ça, entre autres, que je fais cette conférence aujourd'hui, c'est en pensant à toutes ces personnes qui vivent ça, aux jeunes que j'ai pu rencontrer à la mission locale, grâce à des personnes comme M. Sébélier qui m'ont permis d'agir là-bas. C'est pour tous ces jeunes et pour toutes ces personnes que je peux rencontrer chaque jour que on se doit, parce que tous, là, vous êtes des acteurs de l'orientation. Enfin, je ne vous connais pas tous, mais je pense qu'il y en a pas mal. Et c'est pour ces publics-là qu'aujourd'hui, on se doit de faire de plus en plus de recherches pour voir l'orientation autrement et pour trouver des solutions pour ces jeunes, et pas que, hein, parce qu'il n'y a pas que les jeunes qui sont dans cette situation, hélas. Parce qu'il y a des fois, il y en a qui se retrouvent dans l'arbre à faire ça toute leur vie, et c'est seulement à 50 ans qu'ils se disent « mince, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Pendant toute ma vie, je suis peut-être passé à côté de quelque chose qui aurait eu plus de sens. » Donc voilà. Alors, ça on va passer. Petit constat un peu d'aujourd'hui. Non, ça va trop vite. Désolé, je découle. Oui, dites-moi. Oui, bien sûr. Si je sais où elle est, je vous le fais. Ah oui, c'est là, c'est bon, je pense. Non, c'est pas ça. Je sais pas du tout où elle est. Ah, attendez, il y a peut-être une option là. Non, non plus, ça c'est le son. Vous voyez pas grand-chose. Hein. Ça va? Oui, c'est vrai qu'on voit pas grand-chose, même moi d'ailleurs. Bon, bref, je vous fais quand même le constat, je vais vous le dire à l'oral de toute manière, on va le passer, c'est pas plus mal, comme ça vous écoutez plus mes mots que vous regardez, ça c'est plus pour décorer. Alors, petit constat actuel, c'est pas pour qu'on pleure, mais bon, c'est pour rappeler pourquoi on travaille aujourd'hui sur ces démarches-là. Alors, un constat en fait qui part de cette situation justement du petit poisson qu'on a vu avant, ça a beaucoup de conséquences. Ça a la conséquence d'un chômage, je ne dis pas que c'est la seule cause, mais c'est une des causes parce que quand on n'est pas motivé pour aller à un emploi ou quand on va à un entretien en étant un poisson à qui on demande de monter un arbre, il y a beaucoup de chances qu'on ne soit pas pris
Et ça m'est arrivé, même si on nous dit et qu'on nous explique comment il faut faire, je vous assure que c'est pas facile. Et en plus, ce chiffre-là, en fait, je vais vous dire, quand on pense qu'en effet, il y a plus de 50% des jeunes qui sont au chômage, ben, je pense aussi, en fait, que si ce chiffre, il était à 0, mais qu'il y avait 100% des gens qui étaient malheureux dans leur travail, ben, je trouve que finalement, on n'aurait pas réussi notre pari. Est-ce qu'il faut seulement agir contre le chômage, ou est-ce qu'il faut agir aussi sur les causes, on va en parler derrière, qui causent en fait, le chômage finalement c'est plus une conséquence qu'une cause en soi, ça on le reverra derrière. Bon, vous le savez, et là vous êtes tous des experts de ce domaine-là, il y a beaucoup de décrochage scolaire, donc c'est pareil, quand il manque de sens, c'est pas facile de rester à un cours, c'est pas facile de rester assis dans une classe toute une journée, et de se demander pourquoi on est là si on ne sait pas pourquoi, et si, tout simplement, on se demande pourquoi on est là, tout simplement. Et il y a beaucoup de jeunes qui font des études par défaut, vous le savez, je ne sais pas si pour vous ça a été le cas, moi pour moi ça a été le cas à un moment donné, parce qu'on ne savait pas forcément qu'il y avait d'autres chemins qui pouvaient être empruntés, et donc il y a beaucoup de jeunes qui font des études et qui ne savent pas quoi faire. Alors souvent dans les lycées, ils vont faire parfois ce que leur disent leurs parents, ou ils vont faire ce que leur copine va faire, ou ils vont se dire tiens qu'est-ce que je connais, parce que des fois on croit qu'on connaît peut-être 3 formations qui sont dans le quartier à Saint-Pierre, mais ça ne va pas être la vraie cause en fait, le vrai moteur ne va pas du tout être présent. Un autre constat aussi, pour les entreprises, j'en parle parce que c'est important, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font des projets qui n'ont pas de sens pour eux, et c'est une des raisons du manque de pérennité des entreprises. C'est ce que je donne souvent comme exemple. Si moi je faisais demain un cabinet comptable, je pense que ça pourrait devenir 1 année, voire 2, mais je pense qu'au bout de 2 ans, je fermerai boutique parce que tout simplement, moi, ça ne me correspond pas et j'aurai peu de choses à offrir dans ce domaine-là. Donc ça, c'était pour le premier constat. Pour le deuxième, alors, pourquoi on parle aussi d'orientation positive? Alors, il faut savoir que c'est vrai qu'on passe au moins 70% de notre temps au travail, c'est pas rien. Alors 70% c'est pour, on va dire, quand on est salarié, mais quand on est entrepreneur, j'ai envie de dire, ça peut même être encore plus de temps. Donc c'est essentiel aujourd'hui de se poser ces questions-là d'orientation, parce que c'est là où on va passer quand même le plus de temps dans notre vie. C'est quand même essentiel. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 87% des salariés qui sont désengagés. Donc vous voyez, eux, ils sont peut-être pas au chômage, mais bon, ils sont dans un poste qui ne leur correspond pas. Ils passent 70% de leur temps à passer du temps à se dire tiens, qu'est-ce que je fais là, et puis ça n'a pas forcément de sens, mais bon, de toute manière j'ai pas le choix parce que j'ai besoin de mon salaire à la fin du mois. Et donc, alors pareil sur un autre chiffre, il y a beaucoup de personnes qui sont malheureuses dans leur travail, qui font un travail qu'elles n'aiment pas, et c'est aujourd'hui un constat qui est essentiel. Et aussi un autre chiffre qui me touche beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui pensent qu'ils n'ont pas d'avenir. Alors l'avenir, c'est pas seulement l'avenir professionnel, c'est aussi l'avenir du monde dans lequel on vit. Alors c'est un petit mot sur la diapo suivante. Alors vous le savez, je ne suis pas là du tout pour faire je suis désolée, après on passe par des trucs plus gais, je vous promets qu'après on passe sur les solutions et sur quelque chose de beaucoup plus positif. Mais aujourd'hui, on le sait, le monde est confronté à de nombreux enjeux sociologiques, économiques, sociétaux. On a beaucoup d'enjeux auxquels on est confronté, et aujourd'hui c'est un sujet qu'on ne peut pas dissocier de l'orientation. Parce qu'aujourd'hui, si on s'oriente dans le monde, c'est pour s'orienter dans un monde dans lequel on croit, dans lequel on croit qu'on va pouvoir agir, dans lequel on va pouvoir faire quelque chose. C'est aujourd'hui, en fait, souvent, l'orientation est vue dans une voie sans issue, c'est-à-dire qu'on dit aux jeunes « Allez-y, insérez-vous ». Bon, l'humanité, par contre, ça va capoter dans pas longtemps, l'écologie, ça va pas du tout, et puis le monde va s'écrouler dans pas longtemps. L'économie, ça va mal, c'est la crise, et puis en plus de ça, vous avez peu de chances de voir encore quelques espèces animales dans quelques années. Et en fait, souvent, il y a une perspective tellement triste, en fait, j'ai pas d'autre mot, en fait, qui fait tellement mal, que ces jeunes-là, si on leur dit trouver un travail dans ce contexte-là, sans les rendre acteurs, ça va être plus difficile. Je dis pas que c'est pas ce qu'on fait, on essaye aujourd'hui de les rendre de plus en plus acteurs, mais il faut aller encore plus loin, justement. Et donc, pour pas qu'ils aient le sentiment de s'insérer dans une voie sans issue, tout simplement pour qu'ils se disent tiens, moi aussi je peux faire quelque chose, moi aussi je suis acteur du monde de demain, et moi aussi je peux apporter une pierre au monde que j'aimerais voir demain, et le monde que j'aimerais offrir à mes enfants et les futures générations. Alors en parlant de génération, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une belle vidéo sur les générations Y et les générations Z, ça je vous conseille sur internet, si vous tapez ça, peut-être vous allez tomber sur une belle vidéo sur une femme qui a fait ça sur le forum de l'économie. Et alors moi, il paraît que je suis de la génération Y.
alors je ne sais pas comment ils ont fait leur calcul, mais à partir d'environ les moins de 20 ans, c'est la génération X. Et en fait, on s'est rendu compte que pareil, souvent on avait tendance à, nous par exemple, à créer des solutions, mais avec notre manière de voir le monde. Mais on ne se rend pas compte que on a justement des générations futures qui ont aussi, eux, des manières de faire différentes et des manières de voir la vie autrement. C'est-à-dire que eux, aujourd'hui on ne comprend pas, par exemple, on a traité les générations X des fois de flemmards ou j'en sais rien, je ne dis pas que c'est le cas, mais ça a déjà arrivé, et en leur disant mais pourquoi ils refusent des CD et pourquoi en fait ils ne s'insèrent pas dans cette société, sauf que en fait justement ils préfèrent créer, ils préfèrent apporter des solutions et ils ont vraiment besoin de se sentir acteurs et de sentir le sens qu'ils vont pouvoir donner à leur travail. Et pour ça, c'est quelque chose d'essentiel. Je pense à ça parce que, bon là je ne voulais pas en parler aujourd'hui, mais souvent aussi on dit que les jeunes ils vont être intéressés par le salaire qu'on pourra leur donner à la fin du mois ou justement à l'argent qui va pouvoir être donné dans une formation. Mais souvent en fait cet argent justement il vient combler un manque de sens. Il vient combler un manque de sens certain. Et quand on a par contre réussi à retrouver leur moteur, on va dire intrinsèque de motivation, l'argent vient dans un second plan et n'est plus leur priorité principale. Mais bon, ce n'est pas le sujet forcément d'aujourd'hui. Alors, quel est l'objectif? Aujourd'hui, vous voyez, plutôt que de leur apprendre aux jeunes à faire des lettres de motivation, l'objectif c'est de les aider à trouver quelles sont leurs sources de motivation. Ça semble logique, je ne sais pas vous, mais moi j'ai déjà essayé de faire semblant de faire une lettre de motivation pour un boulot. Je me disais, mais mon Dieu, moi je ne suis pas du tout motivée, mais bon, là c'est quand même une opportunité, il ne faut pas cracher dessus, etc. C'est pas facile quand on n'est pas motivé. Donc de faire une véritable lettre de motivation, finalement, de leur apprendre à faire une lettre de motivation, j'ai envie de dire, c'est soigner les conséquences. Par contre, vraiment se poser la question, qu'est-ce qui les motive vraiment, et les aider à l'exprimer tout simplement. Là, pour moi, on travaille sur la cause. Aider les jeunes à construire leur avenir, plutôt que justement de les insérer sur des voies sans issue. Nous, il y a des voies, on leur dit, allez, paf, elles sont sans issue. Non, vous, qu'est-ce que vous avez envie de construire comme chemin? Et on ne le connaît peut-être pas, ce chemin. Et d'ailleurs, on ne le connaît sûrement pas. Avoir cette humilité de se dire que c'est eux qui construisent finalement le monde de demain. Et je suis à chaque fois impressionnée. Là, j'étais encore à l'université la semaine dernière. Et je leur avais demandé de faire un pitch pour présenter leur projet, leur solution pour le monde. Mais je vous assure, c'était magnifique. Il y avait des idées incroyables. Moi, j'avais encore des frissons en parlant. C'était juste magique. Il y avait des solutions auxquelles je n'aurais jamais pensé. Et finalement, j'ai envie de dire, même à l'université, je trouverais ça beau souvent qu'on inverse les rôles. Que ce soit les étudiants qui soient les professeurs de demain et qu'on leur donne de plus en plus la parole pour qu'eux-mêmes construisent leur propre chemin. Les aider à être eux-mêmes. Alors ça, je prenais l'image pour un entretien d'embauche. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, on m'a appris à trouver mes 3 qualités et 3 défauts que je devais apprendre par cœur. Il ne fallait pas que ce soit « Ah oui, alors je suis quelqu'un de curieuse, alors un défaut, oui, là, je suis curieuse. » C'était ça que je disais, je crois. Parce que curieuse, ce n'était pas trop grave, on avait le droit de le dire. Et puis, entre guillemets, il y avait les qualités qu'on avait le droit de dire et puis les défauts qu'on n'avait pas le droit de dire. Et là, pareil, c'est un truc, en fait, souvent, j'ai vu des jeunes, mais je pense encore à une jeune fille, par exemple, à la mission locale, qui était prête à dire n'importe quoi, tout ce que pouvait entendre son employeur, son futur employeur, pour être embauchée, en fait. Elle était prête à passer pour quelqu'un d'autre, juste pour avoir l'espoir d'être embauchée dans ce boulot-là. Alors que, voilà, moi, ce que je pense, c'est que demain, ce serait beau, justement, de les aider tout simplement à être eux-mêmes. Ils sont pris, ils ne sont pas pris. J'ai envie de dire, si ça ne leur correspondait pas, tant mieux s'ils ne sont pas pris. Tant mieux, parce que c'est un entretien d'embauche, pour moi, c'est dans les deux sens. Et on le voit souvent dans le sens entreprise, salarié, mais on ne le voit pas dans le sens individu, entreprise. Alors, ça me fait rebondir sur la phase, sur le petit mot suivant. Je pense, j'espère. Là, je vous parle d'une vision. Je suis absolument pas, je ne sais pas si ce sera le cas demain, mais c'est quelque chose qui, pour moi, pourrait faire évoluer un petit peu le marché de l'emploi. Aujourd'hui, ce sont les entreprises qui font des offres d'emploi. Et puis, en fonction de ces offres, les individus s'adaptent et puis vont répondre à une offre d'emploi en proposant des compétences qui vont s'adapter à certaines offres d'emploi. Mais ce que je trouverais intéressant, c'est que plutôt que le marché de l'emploi reflète les besoins des entreprises, que le marché de l'emploi reflète les talents des individus. Et que ce soit le contraire, en fait. Que ce soit, tiens, moi je vous propose tel talent, voilà qui je suis, je peux vous proposer telle chose. Alors, aux entreprises de s'adapter et d'évoluer avec ces singularités d'individus. Et je vous assure que c'est possible. Alors moi, j'ai embauché qu'une personne dans ma vie, donc je ne peux pas vous dire que j'ai une grande expérience en tant qu'employeur, mais on l'avait construit comme ça, en tout cas. Au tout début, je me rappelle, j'avais demandé à cette Judith, tiens, qu'est-ce qui, toi, t'épanouit, qu'est-ce qui t'enthousiasme? Et en fait, on a construit l'évolution de l'association, c'était une structure associative, en fonction de qui elle était aussi. C'est-à-dire qu'on a fait des activités, elle aimait bien travailler dans les écoles, donc c'est dans ce domaine-là qu'on a travaillé. Donc c'est quand même possible. Bon, là, c'était sur un salarié, mais
Mais là, je vous le montre sur une perspective long terme. Et ça, voilà, je vous le disais, on ne résout pas un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré. Je trouve ça magnifique, encore une fois, d'avoir cette humilité de permettre aux futures générations de prendre la parole et de nous offrir leurs solutions. Et ça, en termes d'orientation, c'est essentiel parce qu'on les rend acteurs de leur orientation et non pas seulement victimes, j'allais dire. Victime, c'est peut-être pas le bon mot, quoi. Alors, pour répondre à ces solutions, donc moi, j'ai travaillé sur une méthode qui regroupe, en fait, on va dire, moi, mon expérience personnelle, des interviews que j'ai pu faire à travers mes premiers projets et à travers les clés de la psychologie positive. On a des experts ici et des grands chercheurs qui sont ici. Et j'y ai intégré aussi la science de l'orientation et l'entrepreneuriat social, parce que cette dynamique d'entrepreneuriat, je trouve ça magnifique de la greffer à une dynamique de projet. On entreprend sa vie comme on entreprend un projet d'entreprise. Finalement, je trouve ça profondément lié. Et cette démarche d'entrepreneuriat social, parce que, encore une fois, cette notion de sens qui est essentielle, pour moi, était vitale. Et je trouvais ça essentiel d'intégrer ça dans la dynamique. Donc, dans cette dynamique, donc là, je vous le fais rapidement, parce que j'aimerais vous le faire plus longuement, mais on manque de temps. Il y a 4 grandes étapes. Donc, une première de connaissance de soi, de partir des racines de l'individu, de qui il est. Tout simplement parce qu'encore une fois, pour réfléchir après à ce qu'il peut offrir au monde, on va partir de lui. Plutôt que de partir de l'extérieur, tiens, il y a quoi sur le marché de l'emploi, on a besoin de quoi? Non, on va d'abord aller voir qui est l'individu et qu'est-ce qu'il peut lui proposer et lui offrir derrière. Quels sont ses moteurs? Alors, on a des experts de motivation ici. C'est vrai, en plus, on a, je crois, un des plus grands chercheurs sur la motivation. C'est vrai? Non? Pas un des... Bon, un des chercheurs, alors, modeste sur la motivation. Mais d'aller voir vraiment les vrais moteurs de la motivation. Qu'est-ce qui nous motive réellement? Des moteurs intrinsèques, pas seulement le salaire qu'on va avoir à la fin du mois. On se rend compte que finalement, c'est pas pérenne. Ça peut marcher un petit temps, mais c'est pas un objectif qui est des plus pérennes. Et après, de réfléchir à un projet qui a du sens, et pour nous, et pour le monde. Et là, j'insiste vraiment sur « et pour le monde », de réfléchir à un projet qui a du sens pour soi, donc qui correspond à qui on est, à notre singularité, mais qui correspondent aussi à une utilité, à un besoin du monde. Offrir ce qu'on est derrière. Et comment le fais-tu? Bon, ça, c'est travailler sur des chemins de résilience. Je vous en parlerai un petit peu plus après. Alors, les objectifs, c'est quoi? C'est de redonner du sens au travail. Alors, vous savez tous, je pense que le mot travail vient du mot tripalium, qui veut dire torture. Et en fait, on a ce gros fardeau... j'ai envie de dire, on a ce gros bagage, on a été conditionné en se disant, mais oui, quand on travaille, il faut que ce soit dur, et puis il faut si on souffre pas, c'est qu'on ne travaille pas vraiment, en fait. Alors que c'est l'inverse, en fait. Plus on va être épanoui dans ce qu'on fait, et plus on va faire quelque chose qui a du sens, et plus on va être efficace, et plus on va avoir de choses à offrir au monde. Donc c'est vraiment 2 choses à réunir, à vraiment retrouver cet épanouissement au travail. Je regardais encore une petite vidéo là, qu'on m'a fait passer hier. Quelqu'un qui est épanoui est forcément productif, mais quelqu'un qui est productif n'est pas forcément épanoui. Et ça, c'est intéressant de le voir dans les 2 sens, de se dire que pour être performant dans ce qu'on fait, là je ne vous parle pas de productivité en termes capitalistes, hein, je vous parle dans son travail, d'être productif dans ce qu'on fait, d'être épanoui, c'est un des critères essentiels. Travailler sur les facteurs intrinsèques de l'orientation et de l'insertion professionnelle, ça j'y reviendrai juste après. Donc travailler vraiment sur les causes, plutôt que de travailler sur des conséquences. On va apprendre aux jeunes à faire un entretien d'embauche, mais c'est bien hein, déjà, je trouve ça super, mais je vous dis juste de travailler sur aussi autre chose. On va travailler sur vraiment les causes, sur leur moteur, sur leur moteur et leur singularité. Créer une adéquation homme-projet-monde, bon ça je vais vous en parler aussi. Redonner confiance à chaque individu. Leur redonner confiance en ce qu'ils peuvent apporter au monde, en ce qu'ils peuvent apporter à travers leur travail. Encore une fois, de se rendre compte que le travail peut avoir une autre fonction que tout simplement nous permettre d'avoir un salaire à la fin du mois. Et accompagner donc l'individu à être source de solutions et à être acteur du monde dans lequel il se trouve, pour que justement il se rende compte que ce n'est pas une impasse au bout du chemin et qu'il y a des innovations possibles grâce à lui. Je sais pas vous, mais quand on commence à s'intéresser à toutes les solutions que les jeunes peuvent apporter, même dans notre manière de concevoir l'économie, la vision du chômage, etc., il suffit d'écouter quelques alternatives aujourd'hui, et on se dit, mais c'est incroyable, il y a plein d'autres manières de les voir, il y a vraiment des experts, j'ai envie de dire, socio-économiques qui pourraient vous donner des alternatives aujourd'hui, et je crois que c'est vraiment intéressant de pouvoir les aider à exprimer ces alternatives, un maximum pour leur orientation. Alors, pour les facteurs intrinsèques, d'insertion et d'orientation. Ça, c'est ceux sur lesquels je travaille à travers la méthode. Donc, il y a l'épanouissement. Ben oui, parce que quand on est épanoui,
on s'insère beaucoup plus facilement. Moi, si je vais à un entretien d'embauche et que je suis hyper heureuse d'y être parce que c'est le boulot de ma vie, vous vous rendez pas compte, c'est génial, je vais travailler sur l'orientation positive et il y a le poste de ma vie dans ce domaine-là, je vais dire, mais je veux juste être heureuse d'être là. Et ça, je vous assure que pareil, il y a des études qui ont montré que forcément, si j'étais heureuse d'être à cet entretien d'embauche, je ne vais pas avoir le même résultat que si je me dis, bon, si je suis prise, mince, en plus c'est un CDI, je ne sais pas pour combien de temps j'en ai, donc c'est pas du tout la même dynamique. Aussi, donc, de travailler sur l'engagement, et qui a un impact aussi sur la performance, de travailler sur votre vitalité, sur la résilience, sur la créativité des individus. On parle d'orientation, la créativité, c'est un élément central. Et l'esprit créatif, on l'a tous naturellement, en fait. Et c'est vrai que, moi, la première, l'école peut, des fois, je mets des fois, parce que ce n'est pas tout le temps le cas, mais réduire légèrement, on va dire, notre esprit créatif. Et pourtant, cette créativité, Dieu sait qu'on en a besoin aujourd'hui, surtout sur un chemin d'insertion et d'orientation professionnelle. Il faut savoir qu'il y a des nouveaux métiers qui sont créés chaque année. C'est génial, ça, rien que... Si justement on réduit notre recherche, notre orientation professionnelle qu'aux fiches métiers qui existent aujourd'hui, on passe à côté de choses incroyables. Je repense à une jeune à qui je lui ai demandé, bon, ça ne marche pas à chaque coup, mais il y avait une jeune à qui j'avais demandé, tiens, si tu devais créer un métier, tu donnerais quoi comme nom à ce métier-là? C'était une Sabrina d'ailleurs à la mission locale. Elle avait dit, moi je voudrais être ambassadrice sociale. Et en fait, elle était allée voir la mairie de Saint-Pierre et il lui avait dit, ok, allons. Ils avaient fait du coup c'est quoi, c'est un service civique, je crois, sur le domaine-là. Et ils avaient dit, tiens, si ça marche bien, ce métier, ambassadrice sociale, on en fera d'autres derrière. Alors, je vous avoue que je n'ai pas la suite de l'histoire, mais en tout cas, j'avais trouvé ça intéressant, de pouvoir créer de nouveaux métiers. Aussi, un autre facteur intrinsèque d'orientation, celui-là, il est magnifique, l'altruisme et la connexion sociale. De se rendre compte que ça, c'est un facteur essentiel et que du coup, cette notion de sens qu'on va pouvoir donner à notre projet, cette notion d'utilité, comment on va pouvoir offrir ce qu'on est au monde, donc aux personnes qui nous entourent, à la réunion, etc., ça va avoir un impact aussi sur notre épanouissement, ce qui va avoir un impact sur notre créativité, qui va avoir un impact sur notre productivité ou sur notre performance, si vous voulez. Alors l'optimisme, alors pareil, là c'est monsieur l'expert de l'optimisme. Je ne vais pas trop parler dessus parce qu'il va repérer si jamais je dis des trucs à côté. Non, je ne parle pas sur les études de l'optimisme, mais en tout cas, un des impacts aussi, un des facteurs intrinsèques de l'orientation, l'optimisme et le sens. Pareil, le sens, on peut lui donner deux significations. La signification et l'orientation qu'on donne à un projet. Deux choses qui semblent évidentes, mais à partir du moment où vous savez où vous allez, donc la partie que veux-tu, et quand vous savez pourquoi vous le faites, pourquoi. Je trouve que la question du pourquoi permet de répondre à tellement d'obstacles aussi, parce que quand on sait répondre à pourquoi, moi je vous assure que si je ne répondais pas à un pourquoi, je ne serais peut-être pas devant vous là maintenant, parce que c'est stressant, parce que c'est pas mon truc de parler en public, parce que tout ce que vous voulez, mais pourquoi j'y suis allée? C'est ce que je disais encore ce matin, je disais, je le fais parce que ça a du sens pour moi de le faire pour des personnes comme ma mère qui ont passé une vie à faire un travail qui ne leur plaisait pas et qui se sont dit un jour je ferai ça à la retraite, t'inquiète pas ma fille, je ferai ça à la retraite, mais qui n'a jamais pu arriver à la retraite. Ou de le faire pour tous ces jeunes qui, je vous assure, je les vois sur l'université, pas tous, mais tellement qui n'y croient plus et que je trouve des fois souvent trop tristes. Et quand on leur donne la possibilité de se dire ah bon, je peux faire quelque chose peut-être qui me ressemble et je peux être acteur du monde de demain, oui, bien sûr que tu peux l'être. Et de pouvoir les accompagner dans ce domaine-là. En fait, de changer de position d'enseignant à accompagnateur, finalement. Alors ça, ce serait un autre débat. Finalement, j'ai envie de vous dire, c'est pas celui d'aujourd'hui. Je regarde l'heure, pour ceux qui doivent partir tôt, et pour pouvoir enchaîner un peu plus vite. Alors, là, pareil, je passe, c'était surtout pour vous montrer justement l'impact d'un des facteurs d'orientation et d'insertion professionnelle sur l'épanouissement. On se rend compte qu'on est justement plus productif au travail, plus créatif, plus innovant. Je sais qu'on a besoin d'innovation aujourd'hui. Je vous l'ai dit tous, on est plus altruiste aussi. C'est quand même énorme. Le monde aussi, on en a besoin. Plus optimiste. Ça je vous laisse. C'est des études qui l'ont montré. Je ne vais pas insister dessus. On pourrait en parler très longtemps. Ce sont des cours magnifiques. D'ailleurs, qui sont dans le DU de psychologie positive. Mais là, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je voulais juste vous le montrer pour vous montrer l'impact de l'épanouissement et de se rendre compte que ça n'a rien d'utopique de se dire que c'est essentiel aujourd'hui d'être heureux au travail. C'est plus utopique du tout, là on ne parle pas d'utopie, on parle d'une réalité qu'il est essentiel de mettre dans nos sociétés de demain et que nous tous, parce que là je pense que vous êtes tous des acteurs directs ou indirects de l'orientation, c'est essentiel aujourd'hui qu'on réintègre ça dans le monde du travail. On en a tellement besoin. Alors de le faire pour nous aussi, alors ça c'est pas forcément facile, mais de le faire pour nous autant que de le faire pour les autres. Parce qu'on incarne un message. Si moi je vous dis, c'est vachement important de faire ce qu'on aime dans la vie parce que vous savez...
c'est quand même chouette. Alors vous n'allez pas me croire, parce que vous allez vous dire, ben non, elle raconte ça, elle, mais bon, elle ne l'incarne pas. Il faut savoir qu'un message est d'abord pris visuellement. Si vous m'entendez dire quelque chose avec mon corps, vous allez plus retenir ça que retenir ce que je vais vous dire avec ma bouche. Donc finalement, c'est important qu'on incarne ce message. Donc toute cette réflexion-là, c'est essentiel de pouvoir l'avoir pour soi-même aussi, de pouvoir se poser ces questions-là, mais tous les jours. Moi, je vous assure, je suis loin d'avoir fini cette réflexion. C'est une réflexion de vie, mais je trouve ça essentiel de se demander, ok, est-ce que ma vie me permet d'exprimer ce que je suis chaque jour? Est-ce que ma vie me permet de m'enthousiasmer? Alors, je vous parle d'enthousiasme, je crois que j'en parle un petit peu plus tard. Il y a des chercheurs, dans les neurosciences, Gerhard Rüttler, c'est un Allemand, qui s'est rendu compte que, à 15h, merci, que quand on mettait de l'enthousiasme dans quelque chose, il y avait des petites substances qui nous permettent de développer nos neurones, nos connexions neuronales. Alors ne me demandez pas le nom de la substance, je pourrais vous donner le nom du chercheur, mais c'est essentiel. Alors lui travaille sur l'éducation. Il s'est rendu compte qu'on avait séparé l'enthousiasme de l'apprentissage. Ouh, tu vas jouer dans la cour, mais par contre tu vas apprendre en classe, puis tu seras comme ça. Et en fait, non, on s'est rendu compte que le cerveau se développait là où on l'utilise avec enthousiasme. Donc se poser cette question, est-ce que ce que l'on fait nous enthousiasme? Et est-ce que là, ce que j'aime va faire demain, est-ce que ça l'enthousiasme aussi? Et quand il y a l'ingrédient de l'enthousiasme, ben on sait que déjà, il va se développer mais dans ce domaine-là d'une manière plus efficace que jamais. Donc c'est magique. Donc on a développé cette méthode dans plusieurs endroits. D'ailleurs, il y a des couleurs bizarres, c'est pas grave. On a fait des premières études, alors modestes premières études, qui ont déjà montré que quand on travaille donc, sur ces facteurs intrinsèques d'orientation, donc il y a un impact sur l'épanouissement, la confiance, l'intérêt porté à ce qu'on fait, sur l'engagement, qui a un impact sur la performance, sur la curiosité, et on a permis donc à pas mal de jeunes d'identifier des projets qui sont en adéquation avec eux-mêmes. Donc déjà, de pouvoir travailler sur ces facteurs, on va les rendre plus autonomes sur leur chemin d'insertion, parce qu'évidemment, on ne peut pas être toujours à côté d'eux sur ce chemin où ils ont besoin à un moment d'être eux-mêmes. Alors, là, je vais vous passer rapidement sur les 4 étapes de notre méthode. Donc, 1, ça va être d'aider le jeune, en fait, d'aider les jeunes ou de s'aider soi-même à identifier sa singularité. Alors, c'est quelque chose que je répète souvent, mais je trouve ça tellement vrai, en fait, si on se regarde tous dans cette salle, on est tous uniques, et finalement, c'est notre plus beau point commun, c'est de se rendre compte qu'on est tous uniques. Mais quand on se rend compte qu'on est unique, coucou Anne, quand on se rend compte qu'on est unique, c'est quand même génial devant un entretien d'embauche. Et vous vous rendez compte de pouvoir se redonner cette valeur, de pouvoir se rendre compte en quoi on est unique, en quoi on est singulier. Et du coup, quelque chose d'unique est forcément rare, hein, c'est quand même exceptionnel, et donc ça a beaucoup de valeur. Et c'est là où on peut se rendre compte de cette valeur, et c'est cette valeur-là qui va donner un salaire, c'est cette valeur-là qui va donner un projet d'entreprise. Mais pour pouvoir donner de la valeur à cette chose-là, il faut la connaître, être conscient de ces forces qui nous caractérisent. Alors, dans cette première étape, je le passe rapidement, mais on travaille sur la valorisation des acquis personnels de l'individu. Parce qu'on est plein d'autres choses que nos diplômes universitaires et que de notre scolarité. On est le fruit d'expériences de vie, de joie, de tristesse, d'une éducation, d'une culture, de plein de choses. Et toutes ces choses-là, en fait, le but, c'est de les revaloriser. De se rendre compte, ok, c'est vrai, par exemple, je sais pas, j'ai vécu avec une famille nombreuse, je me suis occupée de mes frères et sœurs, c'est pas vrai. Mais du coup, j'ai peut-être développé des compétences qui sont à valoriser autant que quelqu'un qui a fait un diplôme en péricultrice, petite enfance. Bon, je ne suis pas experte sur les domaines, mais c'est pour vous dire, tiens, il y a quand même une valeur qui est, enfin voilà, remettre en valeur un petit peu les expériences personnelles de chacun. On travaille aussi sur la valorisation, je reviens sur la validation des acquis personnels. C'est là qu'on travaille sur les forces, que la force soit avec toi. Donc là, on a parlé des experts de force qui ont développé entre autres des jeux de cartes de force qui sont super d'ailleurs pour les ateliers que vous pouvez intégrer dans vos ateliers parce que c'est quelque chose d'utile, de permettre aux jeunes de se rendre compte de leurs forces. On s'est rendu compte que c'est beaucoup plus facile si je vous demande vos faiblesses. Généralement, on les trouve beaucoup plus rapidement. Alors ça, c'est triste, mais c'est vrai, on les trouve beaucoup plus facilement que les forces sur lesquelles on pourrait travailler davantage. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous identifiez les talents naturels que vous pouvez avoir, les choses dans lesquelles qui vous enthousiasment justement, et de vous rendre compte, tiens, voilà, ça c'est vraiment des outils essentiels dans lesquels je vais pouvoir investir du temps, investir mon énergie, et c'est beaucoup plus utile que de développer qu'une faiblesse. Si moi je développe ma force, ma non-force et non-compétence, et que je n'aime pas du tout de la comptabilité, je risque de perdre beaucoup d'énergie. Alors que si je mets cette même énergie sur quelque chose
qui me caractérise plus, il y a de grandes chances que les résultats soient beaucoup plus... Enfin, c'est pas il y a de grandes chances, c'est que les résultats sont beaucoup plus importants. Je sais plus ce que j'ai mis en dessous, mais moi j'ai du mal à lire. Ah oui, développer et partager ses forces, donc à partir du moment où on les identifie, c'est essentiel de pouvoir les partager, et les partager dans son travail. Vous vous rendez compte que si vous passez 70% de votre temps, alors ça pareil, il y a des études qui ont montré que si vous passez votre temps à ne travailler que sur vos faiblesses, ben vous allez être plus stressé, ben tu m'étonnes, plus stressé, plus en colère, etc. Et du coup, ça semble logique, alors que si vous travaillez et que votre travail vous permet d'offrir et de partager vos forces, pensez au poisson, encore une fois, enfin je sais pas, moi ça me semble évident, de me dire, bah tiens, si le poisson se rend compte, tiens, mais j'ai des nageoires, bah à quoi ça sert? Ah bah tiens, ça me sert à être dans l'eau, tiens, et à pouvoir nager hyper vite. Moi j'ai une super nageoire, je sais pas, une nageoire de dauphin incroyable, paf, qui me permet d'aller hyper vite. Bah si je me rends compte de ça, bah, ce sera beaucoup plus intéressant pour moi d'être dans de l'eau, tout simplement, que d'être à un arbre et de devoir grimper avec mes petites nageoires, ce qui pourrait arriver. Et pour l'histoire de vie, l'objectif ici, c'est de valoriser l'histoire de chacun, de revaloriser justement un parcours semé d'embûches, semé d'échecs, etc., mais de pouvoir le revaloriser pour que la personne en soit fière et puisse le partager dans sa vie professionnelle et qu'elle puisse en voir les atouts. Alors, pour les petites références scientifiques, je ne vais pas vous marteler de ça, j'ai essayé de faire court, et je regarde le temps à chaque fois. Pour les références, donc voilà, pourquoi on parle de force, pourquoi on parle d'histoire de vie? On se rend compte en effet, par exemple, que de travailler sur nos forces, ça a un impact sur notre bien-être. Donc vous vous rappelez, l'épanouissement, lui, a un impact sur votre créativité, votre résilience, etc., etc. A un impact sur votre bien-être, votre vitalité. D'avoir une vie, mais c'est vrai que moi je vois rien du tout, alors du coup, sentiment d'avoir une vie riche en sens, donc ça pourquoi je l'avais mis, expression de ce que nous sommes. Oui, exprimer ce que nous sommes, justement, ça permet de travailler sur le sens de notre vie. On va voir l'impact du sens de la vie derrière qui est essentiel, de travailler aussi sur l'engagement, sur le bonheur, de faire un travail autobiographique et de pouvoir accepter et d'avoir un nouveau regard sur notre histoire de vie, ça a un impact sur notre épanouissement, qui encore une fois a un impact sur les différents facteurs intrinsèques d'orientation et d'insertion professionnelle. Donc là, je vous le passe, mais c'est pour ceux qui veulent plus d'infos, n'hésitez pas, je vous donnerai les documents derrière. Alors ça, c'est quelques témoignages qu'on avait pu recueillir. Je ne les ai pas trafiqués, c'était vraiment des témoignages qualitatifs qu'on avait pu recueillir dans les différentes études. Il y a des choses qui m'ont touchée parce que voilà, ça m'a fait du bien de voir qu'on n'a pas que des défauts. Là, je parle d'une, j'ai mis celui-là de témoignage, mais il y en a tellement de jeunes, tellement de personnes que je rencontre qui ne se rendent pas compte de leur force. Quand on fait la valorisation de l'acquis personnel, on leur demande de citer 15 forces. Et je vous assure, un nombre de fois où ils me regardent encore, les étudiants de l'université l'autre fois, ils me regardent, ils font 15 ? Mais pourtant 15 c'est rien. Mais quand on leur demande 15 forces, alors heureusement après il y a jeu des cartes des forces qui vient les sauver, qui vont chouette des idées parce qu'on n'en a pas. Et en fait, par exemple là, on se rend compte en fait que pour eux c'est incroyable de dire mais non, mais moi j'ai pas 15 forces, j'y arriverai jamais. Alors peut-être les autres ils en ont, mais moi je crois que j'ai pas de bonnes et que j'en ai pas. Et en fait c'est vrai que quand après ils se retrouvent avec cette liste en phase 2, alors nous on en fait un diplôme avec les plus jeunes, ils se rendent compte, bah oui en fait je sais, j'ai des choses, j'ai des compétences, pas des compétences mais j'ai des forces, j'ai tout ça en moi, mais ça fait une boîte à outils incroyable justement pour s'orienter dans la vie. Et on a besoin de se rappeler de ça régulièrement. Donc c'est les connaître et puis se les rappeler aussi. Se les rappeler parce qu'on a souvent tendance à être avec le fouet. Je dis pas que c'est mal de temps en temps, mais pas tout le temps quoi. Donc voilà, ça c'était pour les petits témoignages. Donc ensuite, dans l'étape de que veux-tu, l'objectif c'est de travailler sur nos moteurs intérieurs. Donc vraiment j'insiste sur les moteurs intérieurs comparés à un moteur extérieur. Donc celui qui ne sait pas où il va a de fortes chances d'arriver ailleurs. Alors, dans cette étape-là, on travaille sur cette notion de sens de la vie. Alors, pour histoire de plomber un peu l'ambiance, c'est le moment où généralement on parle de la vie et de la mort, parce que c'est un sujet essentiel, il se trouve que c'est un grand point commun entre nous, et que les études montrent que justement, quand on travaille sur cette appréhension de la mort autrement, donc vous en faites pas, généralement, ils pleurent pas dans ces séances-là, c'est des moments plutôt joviales même. C'est des moments, finalement, c'est la meilleure manière de se rappeler ce qui est essentiel. C'est vrai. Je ne sais pas pour vous, mais moi en tout cas c'est super efficace. Si jamais je pense à ça, il y a tous les trucs pas importants qui se mettent de côté et finalement les grosses priorités on se dit « Ah ouais mais finalement dans ma vie, ça c'est essentiel et ça j'ai envie de le réaliser ». Donc c'est une manière très efficace de travailler sur le sens de la vie. Donc de définir nos véritables priorités de vie. Parce que souvent on passe du temps sur des choses qui ne sont pas essentielles. Et de se reposer cette question régulièrement,
C'est ce que faisait Steve Jobs, pour ceux qui ont vu sa superbe vidéo là vous la trouvez sur TED, où justement il disait, moi tous les jours je me pose la question, si je devais mourir demain, est-ce que je serais en train de faire ce que je fais aujourd'hui? Et si la réponse est non plusieurs jours de suite, il faut changer. Et c'est vrai que c'est super efficace. Alors après, vous pouvez vous donner des délais de vie un peu plus grands. Vous pouvez faire un jour, ou vous pouvez faire aussi un an, parce que ça donne des priorités plus ou moins urgentes. Vous voyez ce que je veux dire? Un jour, il y a vraiment l'urgence ultime, et puis un an, vous arrivez à aller un petit peu plus loin. Et là, je ne l'ai pas mise dedans, mais il y a eu une étude aussi d'une infirmière qui est allée voir des personnes en fin de vie, et elle leur a demandé quels étaient leurs regrets. Alors, je ne vais pas plomber l'ambiance, vous n'en faites pas, après on parle d'autre chose. Et donc, leur regret en fin de vie, le premier regret, c'était de ne pas avoir vécu une vie fidèle à eux-mêmes. Je vous assure, je n'ai pas triché pour la conférence. Et j'ai trouvé ça magnifique, en fait, de se dire, oui, finalement, face à la mort, qu'est-ce qui est essentiel? Et c'est un des moyens les plus efficaces de se rendre compte de ce qui vraiment compte le plus. Donc après, on travaille sur les boussoles intérieures, donc définir des objectifs pérennes. Donc on a plein de critères, grâce justement à toutes les recherches de la psychologie positive, etc., qui nous permettent de voir quels sont les critères d'objectifs pérennes, d'objectifs qui vont fonctionner comparé à des objectifs qui vont être un peu bancals et qui ne vont pas nous tenir longtemps. Et ensuite, on travaille sur les enjeux moteurs. Alors les enjeux moteurs, c'est les sujets qui vont me toucher. Alors je ne sais pas vous allez peut-être justement, moi ici je pense qu'on est tous touchés par les jeunes, par ce qu'ils peuvent vivre par leur situation professionnelle, leur situation personnelle, mais justement leur permettre de réfléchir à qu'est-ce qui leur donne envie d'agir. Qu'est-ce qui me donne envie d'agir dans le monde? Quels sont les sujets où j'ai envie d'apporter ma pierre, tout simplement. Alors là, pareil, pour les différentes études qui... Bon, je vous les fais rapidement, mais c'est justement de travailler sur le bien-être, je vous ai dit l'impact, de travailler sur le sens. Alors j'essaie d'aller un petit peu vite pour que vous ayez tous les éléments. De travailler sur nos priorités, notre compassion et notre authenticité. Ah si, je vous l'avais mis, les premiers regrets des personnes en fin de vie. Vous avez vu, je ne pensais pas, mais je l'avais mis. Alors ensuite, je vous en ai mis beaucoup là-dedans. Bon, après, si vous voulez, voilà, après je vais prendre plus le temps, et puis, mais je voulais un petit peu voir tous les éléments. En fait, je suis désolée Fred, parce que tu n'auras pas tous les éléments. On n'est qu'à la deuxième étape, il n'y aura pas la suite. Mais un objectif, par exemple, qui fonctionne, c'est un objectif qui est en adéquation avec nos forces, qui est en adéquation avec nous-mêmes. Si j'ai un objectif de faire une super entreprise de comptabilité, bon, c'est pas vrai, je pourrais peut-être me munir avec des personnes qui sont peut-être très forts là-dedans, mais il y a peu de chances que ce soit en adéquation avec moi-même, et donc il y a peu de chances que ça marche. D'avoir des objectifs qui soient assez challenger, entre guillemets. Alors pas trop, alors ça c'est pour ceux qui travaillent sur le flow. On s'est rendu compte que pour avoir un état optimum de performance, il fallait avoir un objectif pas trop stressant, parce que sinon c'est pas bon, mais d'en avoir un suffisamment grand. Et je pense que c'est plus sur ça qu'on doit travailler aujourd'hui, parce que souvent je trouve que les jeunes, quand je les entends au tout début, ils n'osent pas avoir grand. Et que souvent l'objectif il est plus très 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 raisonnable, trop raisonnable. Non, mais de toute manière on ne peut pas changer le monde, ils ne sont pas tous comme ça, c'est pas vrai, mais... et souvent en fait de leur dire, mais si tu vois un peu plus grand, qu'est-ce que tu voudrais créer? Et je suis sûre que ça vous fait ça pareil. Si jamais vous créez un objectif qui vous enthousiasme, mais il n'est pas petit, vous voyez, quelque chose où vous allez mettre de vous-même, il faut qu'il y ait quelque chose d'entre guillemets d'un peu challenger et qui soit en adéquation avec vos forces. Et puis évidemment des objectifs qui soient intrinsèques, qui vous permettent de retrouver de l'espoir aussi, de l'espoir sur le monde. Alors ça pareil, ce sont des experts sur ce domaine-là, mais de retrouver espoir au monde de demain. Si moi j'ai un objectif dans un monde qui me semble sans issue, il y a peu de chances pareil que j'en ai la motivation de m'insérer et d'en faire quelque chose. Alors je ne rentre pas sur les détails scientifiques, mais par contre pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas parce que c'est passionnant. Ces sujets-là sont énormes. Et aussi, est-ce que ces objectifs me permettent de justement augmente ma connexion sociale? Est-ce que cet objectif me permet de me connecter au monde? Ça pareil, c'est un des facteurs essentiels d'un objectif et d'une motivation pérenne. Et ça, est-ce qu'on l'intègre? Comment on peut faire pour l'intégrer dans nos démarches d'orientation et d'insertion professionnelle? Intégrer ces démarches-là de solidarité au fur et à mesure. Alors, bon là c'est pareil, j'avais mis quelques petits témoignages. Quand les jeunes justement ont vraiment trouvé leur moteur, on se rend compte qu'après ils sont plus autonomes et qu'après derrière ils peuvent vraiment faire quelque chose sur le long terme où ils dépendent moins de nous. Alors, dans la troisième étape, on travaille sur le projet concrètement, donc le projet professionnel ou le projet d'entreprise ou en fonction de ce que vous êtes. Et on travaille sur un projet donc, qui a du sens pour soi
est-ce qu'il est en adéquation avec ce que je suis et qui est en adéquation avec le monde qui nous entoure. Est-ce que ce projet me permet d'offrir ce que je suis et permet de répondre à un besoin dans le monde autour de moi. Et ça, c'est essentiel, de les rendre acteurs. Alors, dans cette étape-là, en fait, on travaille sur cette notion de vocation. Alors, quand je parle de vocation, c'est la vocation selon Aristote, parce que j'adore cette phrase. Là où vos talents et les besoins du monde se retrouvent, enfin, se croisent, là se trouve votre vocation. Cette vocation, en fait, elle permet aux jeunes, entre autres, d'être plus résilients. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez identifié que vous aviez envie d'aider... Non, je vais plutôt le faire à l'inverse. Ce qui se passe souvent, c'est que, par exemple, j'ai des jeunes qui disent « Moi, je veux être absolument infirmière. J'ai trouvé dans ma vie, depuis que je suis toute petite, je veux être infirmière, je veux être infirmière, je veux être infirmière. » Et là, elles passent, plus souvent des demoiselles, mais bon, c'est pas grave, enfin, les demoiselles que j'ai rencontrées, ils ou elles passent le concours d'infirmière, et là, tristesse, ils loupent le concours d'infirmière. Et là, c'est leur vie qui s'écroule. Leur vie entière, ils se disent « Mais mon Dieu, ça y est, j'ai tout loupé. Ma carrière est finie, je ne sais plus quoi faire dans la vie. » Et c'est souvent ce qui se passe. Je ne sais plus quoi faire dans la vie. Alors que si on parle de vocation, la personne n'a pas changé, c'est toujours moi qui ai voulu être infirmière et qui ai juste loupé un concours. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ma vocation intérieure, elle n'a pas changé. Donc de travailler sur cette vocation, c'est de travailler qu'est-ce que j'ai envie d'offrir au monde en fonction de ce que je suis, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre demain. Et après, si je loupe infirmière, ce n'est qu'un chemin, c'est un chemin pour y arriver. Mais c'en est un, il y en a 10 autres possibles. Vous voyez, là aujourd'hui, je ne sais pas, moi je suis en face de vous, mais la vocation... Que si on identifie clairement sa vocation, après on peut être, je sais pas, auteur, on peut être formateur, on peut être infirmier, mais on se rend compte qu'on peut aider les gens d'une autre manière. Mais c'est essentiel d'aider les individus à formuler vraiment cette vocation pour aller au-delà des notions de métier qui peuvent les enfermer et qui peuvent des fois faire vivre l'échec autrement. Donc le but, c'est justement qu'ils puissent voir l'échec d'une manière plus résiliente. Ensuite, de les faire réfléchir un petit peu en quoi on peut être une solution. Et là, on travaille, vous avez vu, justement sur ces notions d'altruisme, sur ces notions d'espoir, comment on va pouvoir agir sur le monde de demain. Parce que pour cette orientation, encore une fois, pour qu'elle soit riche en sens, comment on va pouvoir être une solution pour le monde. Et se rendre compte que tout ça, à travers tous nos métiers, on a une part de solution. Que ce soit un entrepreneur ou un intrapreneur. Alors quand je parle d'intrapreneur, c'est être salarié mais acteur de son poste. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment être acteur de ce qu'on fait et d'avoir une idée claire de ce qu'on a envie d'apporter à l'entreprise ou à l'institution. Et ensuite, de parler de création métier. Alors, j'aime bien associer ces deux mots ensemble, justement, quand je vous parlais de création métier, c'est de travailler avec son autre cerveau, son cerveau créatif. Souvent, j'ai remarqué que quand on arrive au moment des métiers avec les jeunes, là, il y a un blocage où ils se font « Ah non, ça y est alors, non, il y a ça comme métier, et je sais pas, ils en ont 5 en tête, donc j'exagère, mais souvent il y a un petit blocage à ce moment-là. » Alors que si on travaille d'une manière créative sur la notion de métier, on se rend compte qu'on a des résultats magnifiques en fait, qu'on a des formulations de métiers qui leur permettent derrière après d'être plus résilients et d'aller trouver les différents chemins pour arriver à leur métier. Et c'est pareil, une formation, l'idéal ce serait qu'il y ait autant de formations que d'individus. Il faudrait qu'il y ait une formation... pour être soi-même, entre guillemets, il en faudrait 7 milliards, bien plus aujourd'hui. Bon, ça, c'est pas possible, hélas. Mais si la personne a bien formulé sa vocation, elle va voir la formation autrement. Elle va dire, tiens, je vais prendre un bout de cette formation-là, mais je vais prendre un autre bout ici. Et finalement, pareil, le travail de formation, ils ne vont pas se réduire au programme d'une formation prise au hasard, parce que ce serait trop restrictif. Ils vont se rendre compte que finalement, surtout aujourd'hui avec l'enseignement, on a de la chance d'avoir des MOOC en ligne. Donc c'est vrai que ça va leur permettre de voir même la formation autrement. Alors ces notions de vocation, alors oui, bon là je voulais parler justement de l'enthousiasme, de l'utilité sociale, finalement je vous le dis dans mon texte au fur et à mesure, je l'ai mis à part, mais de proactivité. Mais cette notion de vocation, je vous assure, ça c'est quelque chose où j'ai vraiment vu l'impact que ça pouvait avoir sur des jeunes, pas que des jeunes, hein. D'ailleurs non, pas que des jeunes, même des futurs entrepreneurs. À partir du moment où on arrive à formuler cette vocation, qui évolue avec le temps, hein, on l'affine, etc. Hein, même moi je pense que tous les ans je pourrais la reformuler avec plus de subtilité. Mais plus on travaille avec cette vocation et plus finalement je me suis rendu compte que les individus étaient plus proactifs de leur vie. Vous voyez, plus les solutions étaient plus résilients. Donc c'est vrai que c'est un travail magique parce qu'il y a il y a un impact assez incroyable. Et de là, justement, de retravailler sur l'altruisme, sur l'utilité sociale, dans cette étape, c'est essentiel en fait. Quand on se rend compte de l'utilité d'un travail, encore une fois, c'est ce qui nous fait nous lever le matin. C'est pas du tout la même chose de se lever le matin, de venir à une conférence comme ça où on stresse, si on ne sait pas pourquoi on le fait. Par contre, s'il y a une utilité derrière et qu'on se dit, mais si,
tu le fais pour telle personne, pour agir à tel endroit, ça donne des ailes. Et Dieu sait qu'on en a besoin pour se lever tous les matins, etc., pour aller à notre travail, on en a besoin. Mais quand on a formulé cette utilité sociale qu'on pouvait tous avoir à travers nos métiers, et quand on a permis aux jeunes de formuler cette utilité sociale qu'ils avaient, et cet impact qu'ils pouvaient avoir sur le monde, ben je vous assure que pour le coup, on a des acteurs qui sont à côté de nous. Et c'est pas la même chose que d'avoir des personnes qui sont perdues et qui ne savent pas quoi faire. C'est plus du tout la même dynamique. Alors, quand justement j'ai pris cette image, parce que j'arrête pas, pour ceux qui viennent à mes formations, j'arrête pas de parler de manguier, bon, parce que je suis gourmande, je croyais que j'aime bien ce fruit, mais c'est vraiment pour moi l'image la plus belle qui reflète, qui résumerait un peu le message que je vais vous donner aujourd'hui. À partir du moment où on identifie ce qu'on est, vous voyez, imaginez un manguier qui évolue autour de pieds de litchi, et c'est le seul qui a poussé là, on se demande pourquoi il est là, mais il va se dire au début, putain, je suis pas normal, moi ça va pas du tout, je comprends pas pourquoi mes feuilles elles sont comme ça, puis mes fruits, oh là là, ma peau ça va pas du tout, elle est trop lisse, et qui va se juger, qui va se dire, oh, j'ai peut-être un problème, je suis peut-être pas normal, et puis on va lui dire en plus, non mais attends, les mangues, c'est quoi que oh, mais tu t'y prends mal là pour être litchi, le marché du litchi en plus c'est génial, il y a que ça qui marche dans la vie, parce que tu vas voir, les litchis, tout le monde nous connaît, ça se vend super bien, il n'y a pas de chômage dans le litchi, c'est génial. Et puis là, moi, je me retrouve manguier au milieu, et puis je me dis, mais mon Dieu, c'est trop triste. Alors, c'est une autre image qui pourrait parler du petit poisson aussi. Mais quand on y arrive, en fait, justement, à réfléchir à qui on est, ah bah tiens, en fait, moi, je suis, tiens, ouais, c'est vrai, je suis une mangue, et ben je vais offrir ça au monde, voilà ce que je suis. Ben, j'ai une peau comme ça, je suis une mangue José, j'ai un goût comme ça, ben, c'est ça que je vais pouvoir offrir au monde. Je ne vais pas pouvoir offrir autre chose que ce que je suis. Et je trouve que l'arbre fruitier l'illustre merveilleusement. Alors moi j'aime beaucoup, parce que dans la nature finalement, ça pour ceux que ça intéresse, tout ce qui est biomimétisme, pour travailler, s'inspirer de la nature pour nos solutions. Oui, vas-y, hein, je comprends. Pour travailler sur nos solutions, au revoir. C'est vraiment quelque chose de pérenne, de s'inspirer de la nature. Ça nous permet vraiment d'avoir des solutions auxquelles on ne penserait pas. Mais moi j'en apprends encore tous les jours en regardant juste des ouvrages sur les arbres, c'est incroyable. Mais vraiment, hein, même demain, si vous réfléchissez à des projets, même dans la recherche, je suis sûre qu'il y aurait beaucoup d'inspiration à tirer de la nature. Alors la dernière étape, ah oui, alors je vous ai mis aussi ces témoignages-là parce qu'ils m'avaient touché. Bon là j'ai choisi ceux qui étaient les plus percutants. Je ne pensais pas qu'il pouvait y avoir plusieurs métiers pour réaliser ma vocation. Et c'est vrai que ça, c'est souvent arrivé en fait. Voilà, encore une fois, quand la personne pouvait formuler une vocation, elle se rendait compte qu'il y avait plusieurs chemins. Et quand on permet à un jeune d'avoir plusieurs chemins devant lui, bah déjà, c'est pas la même chose. Et il est guidé par quelque chose qui va pouvoir lui donner la motivation de continuer. Alors après, donc, comment le fais-tu? Dans cette dernière étape, justement, je trouve que l'image juste illustre parfaitement la situation. On va travailler sur cette gestion et sur cette résilience, justement, sur ce travail de résilience. Pour, justement, un projet professionnel, aider l'individu à identifier plusieurs chemins. Tiens, si ça ne marche pas, c'est pas grave, je vais passer par là, je vais passer par là, je vais avoir 1, 2, 3, 4 options différentes pour aller à ce chemin, pour aller à ma destination. Ce qui va faire en sorte que l'échec va avoir un autre goût. Parce que l'échec dans nos sociétés, alors il paraît que nous, en plus, on est encore plus sensible, il paraît en France, à l'échec, il paraît qu'on a un rapport particulier, mais bon, je n'ai pas vu particulièrement les études là-dessus. Mais justement, changer ce regard qu'on a sur l'échec. Parce que c'est quoi échouer en fait? C'est les aider en fait à se rendre compte que, ok, on peut se tromper là, ça marche pas là, ça marche pas là, ça marche pas là, mais c'est justement leur apprendre à continuer le chemin et à se rendre compte que finalement, on a tous échoué, tous ceux qui ont réussi dans la vie ont échoué. Alors il y a des super exemples, d'ailleurs, je pense que là, si vous allez sur Internet, vous tapez des exemples d'échecs. Frankenstein, je ne sais plus, quand il était petit, on disait qu'il avait du mal à l'école, qu'il n'était pas doué, mais vous avez des milliards d'exemples de plein de... Je le donne dans mes cours, mais là, je ne les ai pas tous en tête, mais plein d'exemples de gens qui ont réussi dans la vie, soi-disant, ce qu'on appelle réussite, et qui en fait ont échoué 1 milliard de fois. Mais vraiment 1 milliard de fois, parce que c'est ça la réussite, c'est justement de savoir se relever de ses échecs. Et après, de les encourager à agir. L'action. Alors ça, pareil, c'est tout un travail sur l'action. Bon, là, je ne vais pas vous le développer aujourd'hui, mais c'est vraiment de les aider à agir justement avec des facteurs, avec des leviers de réussite, de performance, d'épanouissement, pour que leurs actions soient efficaces et aient du sens, surtout pour eux, encore une fois, et pour le monde qui les entoure. Alors après, vous en faites pas, on fera un petit moment de questions. Là, je vous transmets un petit peu toute la démarche, et puis après, n'hésitez pas, on échangera avec grand plaisir. Alors, justement sur les chemins de résilience,
On travaille encore une fois sur cette notion d'espoir. Donc d'identifier plusieurs chemins, ça nous permet d'avoir de l'espoir pour demain. Donc ça semble logique quand on en parle, mais c'est vrai qu'on le fait peu souvent. Aussi, ah oui, ce sentiment d'élévation, ça justement, c'est quelque chose que j'avais vu, que je trouvais magnifique, de se rendre compte, en fait, d'aller à la rencontre des personnes qu'on admire. Alors ça, c'est une chose qui peut vraiment aider les personnes en général, de les inviter à aller rencontrer les personnes qu'ils admirent le plus. Mais ça peut justement les inspirer dans leurs actions au fur et à mesure, et c'est souvent ces personnes-là qu'on n'ose pas rencontrer. Donc ça, d'ailleurs, je vous invite tous à y penser dans votre tête, même nous, à notre âge, il n'y a pas d'âge, de dire, ok, c'est qui que j'admire le plus, etc. Et puis d'avoir le plaisir d'aller le contacter, la contacter, et se rendre compte que ça peut justement nous aider à avancer et aller plus loin, à nous dépasser, parce que si on admire une personne, d'ailleurs, c'est généralement pas par hasard. On voit chez les autres les 1000 facettes de nous-mêmes. Donc souvent, quand on admire quelqu'un, c'est qu'aussi on a peut-être quelque chose à échanger avec lui, que cette personne sera très heureuse de vous rencontrer elle aussi. Donc vraiment, n'hésitez pas à le faire dans les deux sens. Donc dans ce comment le fais-tu, on travaille sur ces notions d'élévation, de coopération et de pleine conscience. Là, on a un expert, Rodolphe Sinimalé, pour ça, qui justement, de travailler sur nos actions en pleine conscience. On se rend compte que pareil, ça a un impact sur notre épanouissement, et pas que d'ailleurs, sur notre altruisme, et qui a un impact, enfin je ne vous refais pas la chaîne de tout à l'heure, mais qui peut avoir un impact sur tous les éléments et sur tous les facteurs intrinsèques d'orientation et d'insertion professionnelle. En fait, ça va, j'ai pas été si bavard. Je veux tellement aller vite pour pas que ce soit trop long pour vous, que je me rends compte que j'écourte maximum. Ça, c'est moi, ça. Ça, c'est vrai. Alors, sur l'actualité, donc ça, voilà. Pour ceux qui veulent aller plus loin, on a développé donc plusieurs actions sur l'année à venir. Donc, il y a une formation en janvier pour les jeunes et pour les bénéficiaires, enfin, pour ceux qui en ont besoin, en fait, pour les personnes dans le besoin. Donc, ça peut être des jeunes lycéens, des jeunes collégiens, qui ont besoin qui cherchent leur voie. Donc on a une formation en janvier sur ce sujet-là. On en a une autre en juin pour les accompagnateurs, justement pour ceux qui veulent aller plus loin sur ces démarches, sur ces recherches, etc., pour pouvoir l'intégrer dans vos accompagnements. On est en train de travailler sur un guide d'orientation positive, donc ça, n'hésitez pas, pour ceux qui ont envie d'échanger aussi avec moi sur ce sujet-là, c'est avec grand plaisir. Le but, c'est d'offrir des outils les plus utiles, en fait, pour tous les acteurs dans ce domaine-là, et des outils aux individus qui en ont besoin. Donc ce guide, justement, là je travaille sur ces outils pédagogiques pour l'accompagner. Le but c'est d'avoir des outils comme le jeu des cartes des forces pour accompagner la démarche d'orientation et d'insertion professionnelle, la rendre ludique et se baser sur justement ces belles études qu'on a, ces recherches qui aujourd'hui nous démontrent justement qu'il est essentiel d'intégrer ces facteurs pour moi intrinsèques d'orientation et d'insertion professionnelle. Et là, il y a tout un travail d'outils pédagogiques et de livres vraiment pour offrir un maximum d'outils aux acteurs et aussi aux individus dans le besoin, évidemment. Là, on y est. Mais ce que je souhaite, d'ailleurs, c'est ce que j'ai mis en dessous pour ne pas l'oublier, ce que j'aimerais, c'est que demain, justement, on puisse avoir cette réflexion plus tôt, qu'on puisse avoir cette réflexion dans les lycées et que ce ne soit pas ou dans les collèges, ou même en amont encore, et que ce ne soit pas après, après nous, on travaille avec les personnes qui n'ont pas eu cette réflexion au début et qui, du coup, sont dans le besoin et qui ne trouvent pas de travail, qui sont en décrochage ou qui sont en dehors de tout système. Donc le but, c'est vraiment d'essayer de travailler en amont. Voilà, je pense que je vous ai fait le tour. C'est mon anti-sèche derrière pour m'aider, mais je crois que c'est bon. Oui, je ne savais plus. Alors maintenant, je vous propose qu'on échange, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, même un partage, une expérience, ou même quelque chose qui pourrait vous aussi rentrer dans une dynamique d'orientation positive. Un conseil même que vous pourriez offrir à tout le monde, parce que vous-même, vous avez vos expériences et vos compétences dans ce domaine-là. Donc, n'hésitez pas à profiter que là, il y ait des acteurs dans ce domaine-là, à partager votre expérience, peut-être à donner, vous aussi, quelque chose qui vous semble important, que toutes ces personnes ici sachent. Donc, n'hésitez pas à le partager ou à poser quelques questions. Avec plaisir.